Bonjour à tous. Première vidéo de réponse à vos questions. C'est un nouveau format qu'on relancera probablement de temps en temps, à voir selon les retours. Merci déjà à tous ceux qui ont participé, que ce soit en formulant leurs questions ou en appuyant ou réagissant aux questions des autres. Comme prévu, on ne saura évidemment pas répondre à toutes les questions, il y en a trop, mais on va essayer de répondre ici à toutes les questions qui ont sollicité au moins 3 réactions ou plus au moment où j'ai clôturé, réactions qui peuvent être des réponses, des pouces ou autres. Je vais essayer de coller au mieux à vos questions tout en élargissant tout de même de temps en temps, histoire de répondre non seulement à ceux qui s'expriment, mais aussi au plus grand nombre, la part silencieuse, et histoire de répondre aux questionnements tacites en amont de vos questions, lorsqu'il y en a et que je parviens à les cerner. On commence par une question de Nathan, que je salue. Question qui a sollicité 13 réactions en réponse. Avez-vous déjà essayé d'appliquer ce paradigme à l'interprétation actuelle de mythes plus anciens encore, par exemple la religion proto-indo-européenne, voire même sur les plus anciennes représentations d'art pariétal? Bonne question. Pas besoin d'élargir dans ce cas, il faudrait des vidéos entières pour répondre complètement. Ici, on va devoir faire court. La réponse est oui pour les deux, mais c'est vrai que je n'en parle pas ou peu dans mes livres, pour de bonnes raisons, mais qui ne sont pas les mêmes dans les deux cas cités, donc on va détailler un peu. Pour les proto-indo-européens, c'est un sujet qui intéresse plusieurs d'entre vous, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec certains en message privé. Je choisis de ne pas en parler dans les livres parce qu'à mon sens, on ne sait pas encore suffisamment à leur sujet aujourd'hui, et a fortiori on en savait donc encore beaucoup moins il y a 20 ans lors de l'écriture de mes livres. Il y a eu de belles avancées récentes sur le sujet, notamment en paléogénétique autour des peuples de la culture Yamna. Si vous ne connaissez pas cette culture, allez voir la page wiki sur le sujet, ça vaut la peine. Il y a pas mal d'articles sur le sujet sur le net également, dont un ou deux écrits par l'un des abonnés Patreon ici présents. Il se présentera tout seul s'il le souhaite. Mais au niveau d'une interprétation des mythes de ce peuple, la religion de ce peuple, comme le formule ici justement Nathan, et donc au niveau de leur positionnement vis-à-vis de l'anthropophagie et de la pédo-anthropophagie, on n'a pas encore, à ce jour, suffisamment d'informations, tout du moins lorsqu'on use de mes méthodes, puisque, comme vous le savez, j'aime à réfléchir sur les faits et uniquement les faits. Or, dans le cas du sujet de ces mythes, des faits, il y en a très peu encore. En effet, je le rappelle, ou je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, les proto-indo-européens, c'est un groupe de peuples préhistoriques, supposés être immédiatement en amont de plusieurs peuples historiques importants. Nous sommes ici à la charnière de l'histoire et de la préhistoire, à la frontière du néolithique et de l'Antiquité, dans une culture qui n'a pas encore l'écriture, ce que nous appelons la religion des proto-indo-européens, c'est donc en fait un ensemble de mythes supposés. Ces peuples existent, il y a des traces archéologiques nettes, mais leurs mythes sont tous supposés, construits en considérant les éléments communs des cultures qui vont découler de ces peuples-là, peuples identifiés du fait des convergences linguistiques notamment, ce qui n'est pas idiot, je ne critique pas, mais factuellement, on n'en a pas un seul de ces mythes. Tous sont supposés. Et dans la maigre part d'analyse qui est faite de ces mythes-là, aujourd'hui, il y a déjà, selon moi, des tonnes de biais inoculés. Le problème n'est donc pas tant sur ce caractère supposé de ces éléments déduits, qui seront vraisemblablement vrais pour la plupart. Le problème est plutôt sur tous les lieux communs que l'on projette mentalement à l'occasion de pareils processus de supposition. Par exemple, nous avons aujourd'hui une vision des enfers et des outre-mondes qui n'a rien à voir avec celle de nos ancêtres des premiers temps écrits. Cela a déjà été mis en évidence à de nombreuses reprises par de nombreux chercheurs. Bottero et Kramer en parlent pour les Sumériens, Rachet en parle pour les Égyptiens, beaucoup d'éminents psychologues en parlent aussi. Mais quand de nouveaux chercheurs
viennent examiner et supposer ces mythes proto-indo-européens, c'est bien notre vision moderne des enfers qu'ils projettent sur ces récits produisant de multiples erreurs, des erreurs de paradigme donc. Bref, on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour affirmer le contexte de la religion de ces peuples, et tout ce que l'on suppose entre-temps à leur sujet est au moins spéculatif, sinon dangereux. Dangereux en le sens où l'on risque, comme trop souvent dans ce cas, de préparer le millefeuille des biais de confirmation qui suivront, du fait de pareilles fausses affirmations avancées trop promptement. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas creuser le sujet, que du contraire. La culture Yamna, c'est important. Mais, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, il faut garder à l'esprit le caractère de goutte de connu dans un océan d'ignorance. Donc, pour toutes ces raisons, je n'ai pas creusé plus loin ce sujet-là, pour l'instant, parce que j'estime que le temps n'est pas encore venu, qu'il ne faut pas encore le faire, mais ça viendra. Et je ne vais pas m'en cacher, il y a un sujet qui m'intéressera plus que beaucoup d'autres. Dans leur cas, c'est le rituel de la hiérogamie, dont tous les indices actuels semblent confirmer l'existence au sein de ces groupes, car oui, ces fameux mythes supposés par recoupement, eh bien ils contiennent tous les ingrédients communs de la hiérogamie, et tous les peuples que l'on suppose être les héritiers de ces peuples-là ont tous connu ce grand rite, avec quelques variantes à chaque fois évidemment, mais ce rite est en tout cas présent dans les mythes des cultures qui découleront de ces peuples déjà présents et présentés comme anciens dans les plus anciens textes que nous possédons de ces régions, et donc oui, ce rite de la hiérogamie est très probablement préhistorique. Cette culture est également associée aux Kurgan, petites montagnes artificielles créées en contexte funéraire. Ils étaient donc associés aux montagnes, au moins symboliquement. Il y a chez eux une évidente culture du sacrifice, y compris des sacrifices humains, plusieurs sont démontrés, et une importante stratification sociale, des éléments que l'on retrouvera chez les premiers Sumériens et les premiers Ariens. Donc oui, selon moi, à gros traits, avec la culture Yamna et la culture de la céramique cordée, on sera probablement sur quelque chose de très proche de Sumer et de l'Inde ancienne, c'est-à-dire un système avec un tabou bien en place dans la population, mais avec une culture anthropophage qui se maintient dans l'élite et dans les rituels, mais chez eux avec un tabou moins franc tout de même, puisque l'écriture n'est pas encore en place et qu'ils sont encore nomades ou semi-nomades. On reviendra encore sur ce point-là également. Mais s'il faut résumer en une ligne la période cannibale de l'humanité, c'est sa période nomade. Cannibalisme et nomadisme sont liés par des liens logiques. Ils ne sont pas implications l'un de l'autre, mais sont tous deux des corrélations issues de mêmes éléments de contexte. Mais comme dit, selon moi, il est trop tôt pour l'affirmer dans le cas des Yamnaya. On en est au stade des solides présomptions. Alors je n'ai pas encore publié mes chapitres sur l'art, mais oui, l'art est pulsionnellement lié au cannibalisme. Mais pas pareillement pour tous les arts, selon moi. C'est trop long, je ne vais pas savoir développer tout cela ici. À gros traits, dans le cas de la statuaire, il est fort à parier qu'elle ne se développe pas que dans les cultures cannibales, du fait même du cannibalisme, ou plutôt du fait des peurs et passions qui accompagnent invariablement cette pratique, et il est parfaitement possible que la quasi-totalité des plus anciennes statues anthropomorphes aient pour sujet des anthropophages, et probablement eux uniquement pendant longtemps, pour des raisons logiques que j'expliquerai. Ce qui généra notamment la commune haine iconoclaste de plusieurs des grandes religions anciennes luttant contre les passions cannibales et l'inconscience collective qui s'y associe, luttant contre la maladive et absurde dévotion qui est en chacun de nous à ce sujet, une dévotion qui relève plus d'une forme de peur que d'une forme de raison.
Et oui, donc il y a aussi des stèles et statues qui sont importantes dans la culture kourgane, justement, trahissant donc probablement de potentielles connexions en ce sens, mais une fois encore, il est trop tôt pour l'affirmer. La peinture, par contre, ne relève pas du tout des mêmes mécanismes cognitifs et sociaux, selon moi. Sur ce que l'on nomme l'art pariétal, deuxième partie de ta question, Nathan, oui, je me suis posé la question également, mais pas longtemps, parce que, selon moi, si vous avez cerné ce que j'ai expliqué dans le dernier livre au niveau des substitutions psychologiques, eh bien vous comprendrez qu'on sera toujours dans des groupes qui ne sont pas ou plus cannibales depuis suffisamment longtemps lorsque cet art s'exprimera. L'art est une substitution pulsionnelle. Son apparition est donc liée à tout cela, oui, mais il sera plus témoin de sa disparition relative que témoin de la présence de ces affects-là. L'art est seulement une implication indirecte du tabou primordial. C'est donc dans les cultures où le tabou est bien ancré que ces expressions-là vont progressivement s'imposer. Donc, logiquement, je ne m'attends pas à trouver ce sujet cannibale régulièrement exprimé en peinture, ce serait un contresens. Cela arrivera forcément comme cela arrive encore aujourd'hui, c'est-à-dire que cela arrive mais peu. La plupart du temps, l'art relevant d'une franche culture du tabou, ce sont des sujets substitutifs qui y seront ordinairement exprimés. Dans le cannibalisme, le sujet mangé entre en nous. Il n'y a pas beaucoup de sens à le représenter ensuite hors de nous. Le deuil cannibale est interne, il est biologique, il n'a pas besoin de support. Or, l'art est un deuil, c'est une forme de deuil. Il ne l'est plus nécessairement aujourd'hui, mais historiquement, il est né comme cela, c'est une forme primitive de dévotion. C'est donc seulement dans les cultures au tabou bien en place que ces manifestations-là vont se développer, témoignant de la conscience et la culture de leur sujet, mais sans nécessairement de lien direct à l'origine de cette conscience et cette culture. Plus tard, évidemment, ensuite, les deux vont partout coexister. Dit autrement, psychologiquement parlant, l'art est une substitution de nos pulsions sexuelles. Le corps féminin reste d'ailleurs encore aujourd'hui le sujet artistique d'une part importante de toutes les œuvres sur Terre, et ce n'est pas par hasard. Ce que mes études apportent en plus, c'est de comprendre que la sexualité elle-même est une substitution de nos tendances cannibales, pas entièrement mais majoritairement. Donc oui, forcément, en combinant les deux, l'art est cannibale, mais très indirectement. Et comme le processus de sublimation est historiquement très lent au niveau groupal, on ne retrouvera ordinairement de telles expressions artistiques abouties que dans les groupes qui ne sont plus dans un cannibalisme direct, mais plutôt dans les cultures centrées sur le tabou et donc sur les expressions substitutives. Avec quelques importantes différences entre exo et endo-cannibalisme sur ce point, mais là, je risque de trop m'étaler si je commence ce sujet. Par contre, oui, l'art est une preuve de conscience. L'univers intérieur des artistes ne saurait se développer hors ce contexte-là, donc oui, l'art est une preuve factuelle du développement psychique humain et donc, selon moi, une preuve d'un passé cannibale, mais cela peut être un passé loin de plusieurs siècles ou de milliers d'années, donc ce n'est pas souvent indicateur en termes de datation, pas précisément en tout cas. Seconde question à avoir suscité votre intérêt, celle d'Éric Amédée concernant la boîte de conserve de viande humaine. Donc, d'abord, concernant la boîte. Ce n'est pas impossible, évidemment, mais je n'y crois pas, non. Déjà, rien que l'étiquette, ça sent l'imprimante moderne et pas les presses de 1900, même si cela essaye d'imiter cela, évidemment. La boîte est vraiment le cliché de la boîte moderne. Ce n'est pas une vieille boîte à agrafe ou à soudure au plomb, c'est du sertissage et des soudures fines.
Les commentaires, premier choix, à consommer avec modération, etc., sont typiques des références modernes de nos produits modernes, typiques de nos publicités, etc. Bref, on est, selon moi, sur un élément qui n'a rien de réellement ancien, mais qui fait tout pour s'en donner l'apparence. Et donc, probablement sur quelque chose de faux, un probable produit commercial, certes atypique, mais commercial quand même. L'étiquette précise d'ailleurs aussi qu'il y a une date limite de conservation. Là aussi, on est sur du référent moderne. Même si cela nous paraît étrange à nous aujourd'hui, il n'y avait pas encore de date limite sur les produits en 1923. En France, la première mention explicite d'une date limite sur un produit est apparue en 1959 selon une très courte recherche sur Wikipédia. Donc voilà, c'est très probablement un article commercial, une curiosité volontairement choquante pour vendre, tout simplement. Car oui, l'anthropophagie se vend aussi, évidemment. L'anthropophagie est tabou et donc, paradoxalement, à la fois crainte de tous et suscitant une forme de désir inconscient que certains satisferont parfois par des postures prédatrices ou provocatrices en achetant parfois de pareilles curiosités. Beaucoup de nos principaux produits commerciaux nous vendent de l'anthropophagie inconsciente. De manière large, ce qu'on appelle la société de consommation, c'est cela, c'est l'exploitation des pulsions cannibales inconscientes d'un groupe d'individus demeurant dans le refoulement et ignorant donc l'existence en eux de ces passions-là. Mais pour en venir à la seconde partie de la question de M. Mbadinga, je vais un peu élargir et vous parler plus globalement à tous de la potentielle paranoïa que mes travaux pourraient susciter chez l'un ou l'autre d'entre vous, surtout dans ce nôtre relativement nouveau contexte moderne empli de clivages et de théories du complot. Oui, d'une certaine manière, mes théories le prouvent. De tels complots ont jadis existé au sommet du pouvoir, c'est un fait. Mais, toujours ponctuellement, et dans le lointain passé, historiquement, cela a existé. L'élitisme est un fait qui demeure, et l'élitisme fut historiquement associé à l'anthropophagie dans le passé. S'ensuit une association libre qui existe en nos esprits à tous. Tyrans et cannibales ont été synonymes pendant très longtemps. Ce qui ne prouve absolument pas que de pareils codes et pratiques subsistent aujourd'hui. L'anthropophagie passée est vraie, mais sont pareillement vrais les millénaires de tabous et d'évolutions qui ont suivi. Nous ne sommes donc plus dans le même contexte. Mais des peurs en ce sens demeurent en chacun, surtout chez les plus jeunes, au niveau inconscient. Il faut comprendre ces peurs, et s'en libérer en comprenant leur origine, justement. Donc, pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est plus une culture anthropophage qui demeure aujourd'hui, et qui pose, oui, de très réels et larges problèmes. Des pensées et pratiques maladives et infondées que nous maintenons collectivement sans le comprendre du fait de cet héritage passé. Notre anthropophagie est réelle, mais les millénaires d'évolution à sa suite sont réels eux aussi. Nous avons progressé, comme toujours lentement, comme toujours insuffisamment peut-être, mais nous avons progressé. Parce qu'il y a un tabou social important sur le sujet, lorsqu'on passe ce voile, on peut éveiller les peurs qui y sont associées et se perdre parfois en ces peurs. La première paranoïa du monde, c'est celle-là, c'est la crainte cannibale, la crainte de l'autre qui nous mange, crainte jadis partagée par les anthropophages et leurs victimes, crainte profondément gravée en nous, à coup de millions d'années.
La peur de l'animal qui nous mange existe depuis toujours, évidemment, mais lorsque nous avons commencé à devenir cannibales, cette peur a muté, se déplaçant sur des supports qui avaient pareille apparence que nous et qui étaient beaucoup plus proches, imposant à tout un jeu de craintes nouvelles sur des supports dont la présence était quasi permanente autour de nous, ce qui a provoqué le premier état paranoïaque de l'histoire. Ces pratiques anciennes sont à l'origine de la paranoïa humaine. Lisez le texte d'Hésiode, c'est manifeste. Cronos lui-même était un paranoïaque. Complètement. Selon la plus pure définition du terme, il en est un cliché, l'un des plus anciens témoignages écrits de ce trouble psychiatrique dont l'origine est tout à fait naturelle en fait. Et la première utilisation du mot paranoïaque dans l'histoire de la littérature, c'est dans la pièce de l'Oedipe d'Eschyle et donc dans le contexte du prolongement des pratiques titanides anciennes. Donc oui, une déraison peut s'associer à la découverte de ces sujets et plusieurs d'entre vous, notamment parmi les plus jeunes, en seront partiellement pris, c'est quasiment inévitable. J'en ai été pareillement victime moi aussi, étant plus jeune au début, quand je découvrais tout cela. Mais ne vous perdez pas en cette peur, demeurez rationnel, analysez, creusez le sujet sans naïveté mais sans amalgames et simplifications, et cette peur disparaîtra. C'est bel et bien par une étude apaisée, nuancée, approfondie et calme de ce sujet-là que l'on se libère progressivement de cette forme de peur et des autres affects qui s'y associent, et pas en fouillant le sujet évidemment. Fuir, c'est capituler devant cette peur et cette déraison. Une fois encore, je vous invite donc à la lenteur, à la prudence, à l'analyse, au recul, qui sont des qualités nécessaires pour traiter ces sujets. Donc oui, il y a un problème mondial anthropophage, mais ce problème n'est pas plus en vos dirigeants qu'en vous-même. Attention, je ne suis pas en train de dire que cela n'existe plus au sommet, cela a toujours existé, et cela existe forcément encore, mais c'est minime et sans réelle importance en fait. Ce n'est pas en agissant sur les quelques 3 pignoufs imbéciles qu'ils pratiqueraient encore que quelque chose changera. Le problème anthropophage moderne est plus au niveau de notre inconscience collective et au niveau de notre mauvaise gestion des substitutions de ces pulsions. C'est parce que nous ignorons collectivement le sujet que nous donnons licence et pouvoir à ces tendances anciennes. Symboliquement, aujourd'hui, c'est la diabolisation qui crée le diable. C'est parce que nous diabolisons ces sujets que nous donnons force et pouvoir à leurs possibles expressions. Notre monde moderne est un monde de fumée. Collectivement, nous étouffons en ce moment en les fumées d'un feu qui date d'un tout autre temps. Nos pulsions sont réelles, l'anthropophagie réalisée ne l'est plus qu'anecdotiquement. Mais si nous subissons aujourd'hui ces échos, c'est bien parce qu'il y eut d'abord un cri. Pour nous sauver collectivement, il faudra d'abord que tous entendent enfin ce cri.